Gandu Mujaleti Impasi Kutona Manguka Jelana Bunganga na Ukihunde Jela Kihunda Shankuka Yuwa Kwakwe Jela Kihunda Jelana Bunganga na Ukihunde. L'histoire d'un peuple ne doit pas être seulement orale, mais écrite, afin qu'elle soit lue et connue de toutes les générations. C'est par devoir de mémoire collective que l'honorable Jean Kouka, député du district de Kaï, a présenté son livre intitulé « Histoire d'un Kaï », édité par l'Harmattan, un livre de 199 pages contenant 18 chapitres et qui est vendu à 21 €, soit 14 000 francs CFA. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce jeudi 23 août 2018 dans la salle du centre culturel municipal Ankaï devant plusieurs autorités politiques, administratives, des cadres de la société Saris et de quelques chefs de quartier de la ville sucrière. En éminent orateur éloquent, l'honorable écrivain Jean Kouka, dans sa présentation du livre, retrace toute l'épopée d'un Kaï en ex-Jacob avec toute son authenticité, partant de l'époque coloniale à l'indépendance. Tous nos remerciements à vous qui avez fait le déplacement d'un Kaï, de Madingue, de partout, pour honorer de votre présence à cette cérémonie. Cela témoigne de l'intérêt que vous avez pour la culture et du désir de connaître la tradition, sinon l'histoire de la localité de Nkaï. Nous vous présentons des excuses parce que ça devait commencer à 10 h. Nous avons exagéré de 30 et quelques minutes, qu'à cela ne tienne. La sagesse populaire nous enseigne que mieux vaut tard que jamais. Alors, dans la salle, nous avons les autorités, nous avons quelques notabilités qu'on a fait venir parce qu'elles avaient été référenciées dans ce livre-là pour avoir apporté leur témoignage sur certains faits évoqués à l'intérieur. Bon, on aurait pu les déplacer tous, mais il y en a qui sont déjà écoulés par le poids de l'âge. On n'a pas pu le faire, mais quelques-unes sont arrivées. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, le programme se présente comme suit. Après le mot du présentateur ou du modérateur, suivra l'exposé de l'auteur Jean Kouka Boendo, honorable député de Kaï. Il va faire la présentation de son livre. Juste après, s'en suivront les questions de l'auditoire. Et lorsqu'il répondra, il pourra se faire compléter par les différentes personnes qui avaient apporté leur témoignage dans cet ouvrage-ci. Cela s'impose. Et puis, bien entendu, ce sera la fin de la cérémonie. Pour tout commencer, nous voudrons vous faire lecture de 3 pensées du jour. 3 pensées du jour, 2 sont de Cicéron et puis une de Jean Jaurès. Cicéron dit ceci dans la première pensée. Tout ce qui semble connu est très mal connu parce que trop connu. Tout ce qui semble connu est très mal connu parce que trop connu. Ça, c'est sa première pensée. La deuxième pensée, Cicéron dit, ce que j'entends, j'oublie. Ce que je vois, je semble comprendre. Et ce que je fais, je retiens. Et enfin, la troisième pensée est de Jean Jaurès, qui avait abordé dans le même sens que Churchill. Il dit, les véritables hommes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. Voilà les 3 pensées. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'événement qui nous rassemble ce matin est relatif à la présentation du livre intitulé « Histoire d'un Kaï », comme l'indique la brochure derrière. C'est un livre écrit de fond en comble par Jean Kouka Boendo, ici c'est son nom d'auteur, honorable député du district de Kaï. Et avant qu'on ne lui accorde la parole pour
le résumé de son ouvrage, vous nous permettrez de faire une évocation d'une pensée de Jean Anoul. Pour les amoureux de la lecture, Jean Anoul est l'auteur de la pièce de théâtre Le Voyageur sans bagage, qui se lisait au lycée, concomitamment avec le roman de Sembène Ousmane, Les bouts de bois de Dieu. Mais il n'avait pas écrit que Le Voyageur sans bagage comme œuvre. Il a écrit une autre œuvre qu'il avait intitulée L'envers de la vérité. Et dans cet ouvrage, il dit ce qui suit. La vérité blesse. Ce n'est pas la faute de celui qui l'a dit, mais c'est la faute de la vérité. Elle est si connue des habitants parce que vécue qu'il est impossible de la tronquer. C'est, hélas, cela la vérité vraie et véritable. Fin de citation. Ça, c'est Jean Anoul. Mais nous le disons parce que il est de toute évidence que certains passages de ce livre étreignent les cœurs de certains lecteurs. Il ne s'agira donc pas de s'en prendre à celui qui a remémoré ces faits, mais il s'agira de s'en prendre à ces faits-là qui se sont déroulés tels qu'ils ont été remémorés. C'est donc pas la faute de celui qui les écrit, mais c'est la faute des faits, parce qu'ils se sont passés tels qu'on les a redits. Et voilà, mesdames, messieurs, ce qu'on avait à dire, et très respectueusement, pour ne pas perdre du temps, on va accorder la parole à l'honorable député pour la présentation de son ouvrage. Je voudrais simplement dire que l'idée d'écrire cet ouvrage trottinait depuis longtemps, parce que nous avons déjà par le passé rédigé d'autres ouvrages d'évocation, d'histoire, et partout nous sommes passés. Je voudrais rappeler que nous avons écrit sur le Parlement du Congo, que nous avons écrit aussi sur des documents dans le cadre pédagogique. Lorsque nous avons travaillé ici à la mairie de Nkayi, soit disant en passant, j'ai travaillé ici comme directeur de cabinet du maire de la ville de Nkayi. Et nous avons un problème, qu'aussi bien en Nkayi qu'à Kayi, on a un problème d'archives. Toutes les archives ont disparu pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités qui sont passées par ici, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons connu des événements qui ont fait qu'on puisse détruire les archives. Et en détruisant les archives, c'est la mémoire de la ville qui a disparu. Et ça, c'est valable aussi bien au niveau du district qu'au niveau de la commune, étant donné que le district lui-même a laissé la place à la commune. Et donc les archives du district dans le passé, on devait les trouver ici. Mais lorsqu'on a fait le transfert, quand vous arrivez là-bas à Kayi, vous ne retrouvez plus les archives. Moins encore, même à Saris, il y a peu d'archives qui nous renseignent sur ce qui s'est passé dans cette localité. Alors nous avons eu l'idée de faire de telle sorte que le petit fonds documentaire qui existe, nous puissions l'exploiter. Que nous puissions aussi saisir l'occasion du fait qu'il y a encore quelques notabilités qui détenaient le savoir sur Nkayi pour pouvoir justement collecter les informations qui nous ont permis de rédiger cet ouvrage. Il faut dire que je ne suis pas le premier à me lancer dans cette épreuve-là. Mon cadet Ngila, je serais heureux s'il était avec nous ici, mais il est à Pointe-Noire. Ngila avait déjà fait un travail sur Nkayi. Et j'ai eu l'occasion justement de lire le document de Ngila. Et donc cet ouvrage de mon cadet Ngila a
une petite difficulté, c'est parce que, et je comprends son âge, lui a écrit sur Nkayi. Or Nkayi, ce n'est que le Nkayi de sa génération, de son âge. Et nous avons eu la chance de connaître certaines choses un peu avant, et donc nous sommes allés un peu plus en profondeur depuis le début, avant même que la gare n'existe, pour remonter jusqu'à l'étape qui a été traitée par le cadet Ngila. Et donc nous voulons ici interpeller les uns et les autres pour dire que si cet ouvrage que nous avons publié est un travail intellectuel qui va mériter d'être amélioré, d'être complété par tout le monde. Tous ceux qui ont connu, nous sommes nombreux à avoir vécu longtemps ici, parfois même nés ici. Et nous connaissons quelques détails. Et donc ce travail est le nôtre, parce qu'à la fin, lorsqu'il sera peut-être corrigé, lorsqu'il sera peut-être réédité, il y aura certainement des apports des uns et des autres pour dire oui, Monsieur Kouka, ce que vous avez dit ici c'est vrai, mais voici moi ce que j'ai comme preuve. Ça peut être des tapuscrits, ça peut être des manuscrits, ça peut être comment on appelle, des documents d'archives que vous détenez qui pourront venir améliorer et compléter. Ça peut être aussi ce que vous avez écouté de vos propres parents qui peuvent vous aider à faire dire non, là vous avez dit ça, mais en fait il manque telle idée. Parce que voici moi ce que je détiens moi aussi. De sorte que nous ayons un document à la longue, un document complet, bien étoffé sur l'histoire de Kayi. Donc, moi, je ne fais que commencer, je ne fais que initier, mais c'est un travail humain. Et je voudrais que tous ceux qui sont amoureux de Jacob de Nkayi puissent se l'approprier. Alors que cet ouvrage, ça relate l'histoire de Nkayi. Nkayi, que vous le trouverez là-dedans, les explications sont dans les livres. C'est la prononciation Kamba, mais reprise en français par Kayi, puisque ce sont eux qui ont rédigé. Et donc c'est pourquoi nous disons que ça retrace l'histoire d'un Kayi qui est donc appelé, qui a été débaptisé par la suite Jacob en 1934. Donc nous comprenons bien, nous partons d'un fait. Nous, quand nous sommes en train de grandir ici, quand on vient ici, c'était encore un village. Lorsqu'on allait là où il y avait justement le centre, le foyer. Le foyer, c'était pas ici. Le foyer humain, c'était pas ici. Le foyer humain, c'était de l'autre côté où se trouve le district là-bas. Et donc nous disons, Tuezukunsuku Nkayi. Tuezukunsuku Nkayi. Et lorsqu'on venait avec les parents ici, on disait, nous allons à Kayi. Trouver de la place. Il y a des places vides là-dedans. Derrière là, il y a la place là, côté de Giro. J'ai donc cherché à connaître d'où venait ce nom de Nkayi là. Je me suis rapproché des notables.
Mais moi-même, quand je suis en train de grandir, lorsqu'on quitte les villages pour venir ici, on dit Tuedeno Kunkai. Mais en réalité, dans le fond, lorsque les Européens arrivent, il y avait des chefferies. Et là-bas où Otino installe son centre administratif, c'était un ancien village dont le chef ou bien le notable qui était dans ce village s'appelait Takai. Et donc, nous ici, vous savez que c'est un plateau. Si vous voulez aller de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire que vous voulez à Takai. Mais de Kai, c'est francisé à Kai. Et donc, c'est pourquoi le nom originel est Nkai, en Kamba. Maintenant, en 1934, lorsque le chemin de fer est terminé, on fait l'inauguration. C'est le gouverneur qui pense que tous ceux qui ont œuvré pour les travaux du chemin de fer, il fallait rendre hommage à un certain nombre, un peu comme on décore ceux qui ont travaillé durement sur une œuvre. Et donc il fallait décorer. Et parmi les gens qu'il fallait décorer sont les ingénieurs qui ont travaillé le long du chemin de fer, pour réaliser ce chemin de fer. Pour la réalisation de ce chemin de fer, le marché était divisé en 3 tronçons. Il y avait le tronçon qui allait de Brazzaville à Mindouli, et le tronçon qui partait de Mindouli à l'entrée du Mayombe, et enfin le tronçon qui partait de l'entrée du Mayombe jusqu'à Pointe-Noire. Le tronçon de Brazzaville jusqu'à Mindouli avait été réalisé en régie. Donc c'est le gouverneur, avec ses techniciens, ses ingénieurs, avec les crédits, les ingénieurs, ont réalisé la partie de Brazzaville jusqu'à Mindouli. Maintenant, la partie de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe, le marché a été confié à l'entrepreneur Otino, Jean-Dominique Otino. Maintenant, de l'entrée du Mayombe jusqu'à Pointe-Noire, comme vous pouvez le constater, c'est la partie costaud de l'ouvrage, étant donné que le massif là-bas était un massif montagneux. Il fallait trouver une entreprise qui était plus performante, qui était aussi costaud. Et à l'époque, justement, en France là-bas, on avait jeté les dévolus sur les Batignolles. Ce sont eux qui ont réalisé donc les ouvrages, avec tout ce que vous avez là-bas comme tunnel, donc depuis l'entrée du Mayombe jusqu'à la baie de Pointe-Noire là-bas. Et donc ici, de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe, l'entrepreneur Batignolles avait des ingénieurs qui travaillaient, l'entrepreneur Otino, j'allais dire, avait des ingénieurs qui travaillaient dans son entreprise. Et parmi ces ingénieurs figure en bonne place Léon Jacob. Mais je voudrais rappeler aussi que Léon Jacob est aussi un compagnon de De Brazza. Parce que si vous allez lire dans le livre d'histoire, on vous dira que
sur l'histoire de ce chemin de fer, il y a eu des débats. D'abord sur le tracé, il y a eu des débats sur comment obtenir les moyens financiers. Et donc, quand De Brazza a eu l'idée de mettre en valeur la colonie et donc de faire construire un chemin de fer, on avait mis en mission les Léon Jacob. Ils sont venus faire le premier tracé. En réalité, le premier tracé devait partir de Brazzaville, arriver jusqu'ici, j'allais dire jusqu'à Loudima, et à partir de Loudima, on prenait le Nyari jusqu'au Kouilou. Mais comme au Kouilou là-bas, avant d'arriver en mer, il y a des roches. Ce n'est pas possible de naviguer. Et donc là-bas, on reprend la zone terrestre jusqu'à Luango. Donc Luango, le Kouilou, jusqu'à Loudima. Et ici, on prend encore la voie terrestre. Donc ça serait les rails et la voie navigable. On avait constaté que après les études ont évolué, et jusqu'au moment où on a eu le tracé qui partait de là où se trouve actuellement le port jusqu'à Brazzaville. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que là-bas aussi les débats étaient corsés entre ceux qui voulaient que le port soit à Luango et le port là où se trouve l'actuel port, parce qu'il y avait des débats. Où est-ce qu'il fallait placer le port? Mais en définitive, les gens s'étaient accordés pour que le port soit là où se trouve actuellement. Et donc le tracé actuel était déjà presque prêt depuis fort longtemps. Depuis même avant la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes dans les années 14. Parce que soit dit en passant, notre chemin de fer était décidé au même moment. La construction du chemin de fer était décidée au même moment que la construction du chemin de fer qui est Léopold-de-Ville-Matadi. Mais au niveau de la Belgique, ils sont allés plus vite. Et au niveau de la France, ça traînait un peu parce que il y avait aussi des débats d'intérêt. Il y avait beaucoup de débats. Quand vous rentrez dans tout ce qui est économique, ça pose beaucoup de problèmes. Les gens se disaient, mais pourquoi construire encore un chemin de fer qui va aller du pôle de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, alors que nous avons un chemin de fer qui va du pôle jusqu'à Matadi. Et donc vous voyez bien que quand vous regardez la carte, notre chemin de fer est parallèle au chemin de fer de Matadi, de la Belgique. Et donc pour eux, ils disaient que c'était trop coûteux. Pourquoi ne pas seulement exploiter la colonie en partant du chemin de fer qui nous donne la possibilité d'aller sur la mer à partir de Matadi. Mais je crois que De Brazza avait pensé qu'il fallait nécessairement qu'on arrive. Donc les débats ont évolué et jusqu'au moment où les gens ont décidé. Mais en réalité, ça avait été décidé il y a longtemps. Mais il fallait avoir... Le début a pris du temps. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus pour simplement dire que c'est Léon Jacob, travaillant sous Otino, qui a réalisé les ouvrages en tant qu'ingénieur de TP qui partent de Mindouli jusqu'à l'entrée du Mayombe. Les parents sont formels là-dessus. À Matumpu. Quand je parle de Matumpu, je crois que il y en a qui se retrouvent, les plus jeunes ne se retrouvent pas. À Matumpu. Hein? Voilà. Si vous allez à Matumpu là-bas, sur la Divouba, le premier point
où Léon Jacob avait installé son campement. C'est là-bas à Matumpu. Mais parce qu'il avait un ouvrage. C'est le pont. Vous avez vu quand on était en train de faire la route Brazzaville-Pointe-Noire, toutefois qu'il y avait un gros ouvrage à faire, notamment le pont de Loudima, ainsi de suite, jusqu'à côté, il y avait une base de vie. Donc la base de vie de Léon Jacob, c'était là-bas, à Matumpu. Et nous qui avons grandi un peu avant certains d'entre vous, là-bas, il y a un emplacement. C'est une source où l'eau vient jaillir. Quand vous entendez Moinanto, je crois que vous allez vous retrouver là-dedans. Ça, c'est le grand eau. Pourquoi grand eau? C'est-à-dire que l'eau sort de terre et jaillit par là-bas. Et on avait aménagé. Les Européens qui sont venus pour construire ce chemin de fer utilisaient ça comme un endroit pour se laver. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous allez, les installations y sont. Et même par la suite, lorsque la Siane installe en 1956 l'usine, c'est par là-bas qu'on met la première motopompe, qu'on tire l'eau pour amener à l'usine. Les tuyaux sont encore là. Si vous allez vers le camp là, vous verrez les tuyaux qui sont là. Ça au moins c'est palpable, c'est visible. Mais là-bas, donc c'était le camp, la base de vie de Léon Jacob. Et c'est donc Léon Jacob qui a travaillé sur cette zone-là. Mais la base de vie de son patron, donc Otino, c'était à l'aquarium. Aquarium, c'est un mot français, ça signifie que là où on enlève les poissons. Donc il avait son élevage là. Lui le blanc, il appelait ça aquarium. Et c'est pourquoi, plus tard, vous retrouverez dans les livres, je donne les détails, hein, quand même la Siane elle-même met les villages camps. Là-bas, il y avait aussi un village camp. Le village camp a gardé le nom de cette installation-là que Otina avait laissé, l'aquarium. C'est ça que le nom de l'aquarium vient de là. Ce n'est pas un nom Kamba. C'est un nom français, c'est l'aquarium. C'est-à-dire que là, on élève les poissons. C'est ça qui a donné ce quartier-là. Et donc, son chef vivait là-bas. Et donc, quand Antonetti, excusez-moi, inaugure ou bien le chemin de fer à Pointe-Noire là-bas, il décide que tous ces ingénieurs-là qui ont mouillé le maillot, comme on le dit en notre jargon, qui ont travaillé durement pour que ces ouvrages soient, pour que le chemin soit réalisé, il faut que nous puissions leur rendre un hommage mérité. Et parmi ces ingénieurs-là figurait Léon Jacob. Et donc on a débaptisé. Vous retrouverez dans le livre l'arrêté pris par le gouverneur Antonetti pour débaptiser ces gares-là. Donc quand on crée la gare de Jacob, elle s'appelle la gare de Nkaï. Donc qui est la déformation qui est de Caille, qui est la déformation de Nkaï. Mais eux, quand ils débaptisent, donc de Caille, on passe à Jacob. Pour rendre hommage à Léon Jacob. Donc le nom de Jacob arrive à ce moment-là. Au départ, ici, on ne peut pas dire que là où nous sommes, il y avait un village. Non, les villages, il y en avait, mais c'est tout autour. Les villages, il y en avait, c'est tout autour. La première chose, comme je l'ai dit là-dedans, comment est-ce que nous arrivons, comment est-ce que l'idée est arrivée de créer la gare? Mais c'est une idée qui va avec la construction du chemin de fer. Au début, oui, nous ici, dans notre zone ici, on n'était pas trop perturbé par tout ce qui se passait à la côte. Parce qu'à la côte, il y avait donc les Européens qui venaient, soit pour
la traite négrière, soit pour le commerce des ivoires ou consorts, enfin, mais ils s'arrêtaient à la côte. Nous aussi, on était à l'intérieur. On n'était pas perturbés, on était à l'intérieur. Ça concernait Pointe-Noire, ça concernait vraiment ceux qui étaient à la côte, parce que c'est les bateaux accostés là-bas. Et donc, nous, ici, c'est des expéditions qui venaient. Mais pour que nous voyions vraiment les Blancs passer par ici, c'est lorsque De Brazza a commencé à sillonner pour mettre en valeur la ville. Mais est-il que quand les Blancs accostaient, il y avait quelques raids, mais nous n'étions pas beaucoup visités comme les autres. C'était encore intact par ici. Le dernier voyage que De Brazza fait, lorsqu'il passe par Bokosongo, il crée le poste de Bokosongo. Mais vous trouvez dans les détails que dans tout l'autre pays ici, le premier poste administratif qui avait été créé, c'est l'Oudima. Parce que l'Oudima se trouve à la croisée des deux routes caravanières. Donc même quand je parle des Blancs, pour rentrer ici, passer par des routes caravanières. Or, ces routes caravanières venaient se séparer à partir de l'Oudima. On avait déjà créé l'Oudima. Donc il y a une route à partir de l'Oudima. Donc quand je dis, nous partons de Luango, on traverse le massif du Mayombe, on arrive à l'Oudima. À l'Oudima, vous avez deux possibilités. Ou vous sortez par Bokosongo. Donc l'Oudima, Bokosongo, et vous tombez dans les montagnes qui sont là-bas, ça vous amène à Mindouli. Les cataractes, vous êtes à Mindouli, vous allez à Brazzaville. Ou bien, vous faites l'Oudima, naturellement, vous nous traversez ici, Kaye, Bouansa, Loutete, Komba, Mindouli, ensuite vous rentrez à Brazzaville. Dans la zone d'ici, voilà les seules deux voies qui existaient. Et vous comprenez pourquoi que par ici, les villages étaient alignés, soit alignés par là-bas, soit alignés vers le long du fleuve. Pour des raisons évidentes. Parce que c'est là-bas que se trouvait la circulation. Mais quand, par la suite, le chemin de fer est décidé, et le tracé passe par ici, et donc il y a l'engouement pour revenir ici. Et j'en parle dans le livre. Comment nous sommes rapprochés par ici? Le livre donne les moindres détails à partir de ce que nous avons écouté des anciens, et voilà, et des notes de voyage même des Brazza, et même des compagnons des Brazza qui sont passés par ici dans les années 1800 et quelques. Parce qu'ils ont trouvé des gens. C'était pas... Ils ont trouvé des gens qui existaient, qui vivaient ici, qui avaient aussi leurs coutumes, qui avaient certaines pratiques aussi, qui avaient même des armes. Ils font les témoignages dans le livre de Landouarin avec la mission de marchands. C'est bien décrit. Étape par étape. Parce que l'officier qui est interprète qui était là, et chaque jour, il écrivait ce qui se passait. Quand ils sont arrivés en 1891, vous trouvez les dates dans les livres, à l'Oudima, ils ont dit quels sont les gens qu'ils ont trouvés là, qui étaient chefs de poste. Et qui étaient chefs, en dehors du chef de poste, il y avait aussi le chef, ils avaient souvent un chef de poste et un chef de station, voilà. Il y a le chef de poste et le chef de station. Et quand il est arrivé ici, ils ont dormi là. Non. Quand ils quittent l'Oudima, ils sont venus dormir sur là où on a mis le nouveau pont de l'Oudima, de Divouba. C'est là qu'ils ont dormi. Et d'ailleurs, quand nous expliquons certaines choses dans le livre, vous trouverez que là, à côté du pont, là, il y a beaucoup de vestiges. Même les petits parlements que vous trouverez là-bas, c'était la zone où il y avait l'ancienne école, tout ça. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Vous trouverez l'école, vous trouverez les détails là-bas. Et ces témoignages sont bien connus. Nous avons même des frères. Les gens comme j'ai pas vu le grand frère qu'on appelle Mastar. Ils ont fréquencé à cette école-là. Et d'autres vieux d'ailleurs qui ont témoigné, qui sont dans les villages, qui ont été à cette école avant que l'école... de toute façon, les détails sont là-dedans. Comment l'école a évolué dans notre
dans l'issue d'un cahier de Jacob, tout est là-dedans. Et donc, nous passons cette étape-là et nous arrivons à la construction du chemin de fer. Le chemin de fer est construit. La gare là a été inaugurée en 1933. Parce que quand on va faire l'inauguration du chemin de fer, de tout le chemin de fer en 1934, la gare là était déjà fonctionnelle. Les trains partaient déjà de Brazzaville et faisaient déjà ce tronçon-là. En 1933. Nous sommes, je crois, même en juillet 1933 quand on inaugure un CAI. C'était encore CAI, en fait CAI, selon l'intonation européenne. Et la gare s'est créée. Mais quand la gare s'est créée, Otino pense que bon, il n'a plus, il ne veut plus, enfin, il va plus repartir comme ça en Europe. Il va s'installer pour contribuer à la mise en valeur de la colonie. Voilà comment il s'engage dans la culture du manioc. Parce que rappelez-vous que dans les années entre 34 et 40, nous avons encore d'autres problèmes de guerre en Europe là-bas. Hein, la guerre qui tourne autour de 40. Mais dans les colonies ici, il y avait des répercussions. Et donc, toutes ces forces qui étaient cantonnées par-ci, par-là, il faut nourrir les troupes. Et lui, il faisait le tapioca. Mais quand vous êtes dans le livre d'histoire, l'histoire des féculeries, Otino n'a pas commencé ça qu'ici. Je crois qu'avant de venir ici, il a dû travailler dans d'autres colonies, je crois au Vietnam et consorts. Je ne suis pas trop précis, il n'y a qu'à chercher, j'ai trouvé ces traces-là quelque part. Pour venir travailler ici, pour venir faire le chemin de fer, là, Otino partait de quelque part. Il était déjà dans les colonies. Et là-bas, il avait déjà des féculeries. Donc, il a fait une féculerie ici. Et cette féculerie a vécu lorsque il lance par la suite la culture de l'arachide. Il a lancé la culture de l'arachide, donc nous allons de la féculerie à l'huilerie. Et comme vous pouvez vous le constater, Otino n'est pas seul à développer déjà une industrie agroalimentaire ici. Mais d'autres concessionnaires européens vont s'installer tout autour de la gare de Jacob. Nous avons Bru, nous avons Joffre, nous avons des îles, nous avons, je peux en citer, je crois que vous connaissez beaucoup d'autres activités qui s'installent. Mais vous savez que quand on fait fonctionner une industrie, il faut de la main-d'œuvre. Donc c'est poser le problème de main-d'œuvre. Ce que les amis de Saris vivent aujourd'hui, ça dépasse, c'est depuis longtemps le problème de main-d'œuvre. Mais qui dit main-d'œuvre, ça signifie qu'il faut qu'il y ait de la population. Mais les Bakamba qu'on trouve tout autour ici, ils étaient combien pour pouvoir donner suffisamment de la main-d'œuvre à l'industrie pour que l'industrie se développe? C'était pas nombreux. Et donc, il fallait faire de telle sorte que nous puissions regrouper la main-d'œuvre ici qui va travailler dans ces entreprises. La première directive, c'était faire de telle sorte que les populations des Kamba qui étaient éparses là, hein, chacun dans son petit village là-bas, comment on appelle, le gouverneur, le commandant, soit disant passant, le commandant était à Loudima. Le commandant va décider de faire ce qu'on appelle le regroupement des villages. Donc il fallait d'abord regrouper, faire le point de la population Kamba qui était autour de Jacob. Mais pour faire le point là, il fallait regrouper les villages. Et donc on crée on va dans tous les confins là, tout autour de Jacob là, on demande à ces populations de venir autour d'ici pour que nous ayons la main-d'œuvre. C'est pourquoi vous constaterez que ceux qui étaient par là-bas, les uns ont été regroupés
à Kimbonga Loamba. Les autres ont été regroupés à Dakar. Le chef de Dakar est là, il peut me témoigner. Donc nous sommes dans les années 37. Ceux qui étaient de ce côté là-bas, dans les zones vers Kimongo, vers là-bas, ont été regroupés et ramenés ici à Yokangasi. Et nous sommes dans les années 36. De même que ceux qui étaient là où passait la première voie, la route caravanière qui allait sur Bokosogo, on a pris tous ces villages là où se trouvent maintenant les champs de Moutela là-bas, dans les Madianga là-bas. On les a pris tous là-bas pour libérer. Et on les a amenés, on les a alliés. C'est pourquoi vous les voyez à Kiosi, Moutela et consorts. Bien sûr que du côté de Moutela, il y avait aussi des populations qui vivaient le long du fleuve. De la même manière que les gens ont été regroupés pour vivre à Kaye. Certains sont allés de l'autre côté du Niari, d'autres, c'est les clans qui étaient là. Il y a des clans, parce que la vérité c'est quoi? C'est que on s'est déplacé beaucoup plus sur le fleuve. Donc les populations qui vivaient par ici étaient, à l'habitude, étaient proches du fleuve. Ça leur facilitait les mouvements. Et par ici, les gens vivent beaucoup plus sur les hauteurs. Parce que là aussi, ça vous facilite le déplacement et de voir les dangers venir. Et c'est ce qui fait que les villages étaient alignés par là-bas et le long du fleuve ici. Le reste des détails, vous verrez comment les populations sont installées, d'où sont parties. Et lorsqu'on a fait le point des populations Kamba, mais ça ne suffisait pas pour faire fonctionner l'usine. Il fallait donc aller plus loin. Voilà comment on commence à aller chercher la main-d'œuvre par-ci par-là. Les détails sont donnés. Il est arrivé un moment, lorsque les affaires de Otino commençaient un peu à fléchir, bon, Otino avait décidé de vendre son entreprise. Et celui qui vient acheter, c'est Jean Villegrain, c'est ça, non? Si. Jean Villegrain qui va acheter, mais il n'était pas seul, il était avec de Welf. Parce que Jean Villegrain, lui, c'est le grand moulet de Paris. Mais de Welf, il était betteravier. Donc c'est lui qui était déjà dans le sucre, l'autre était dans la farine. Enfin, j'ai dit ça comme ça, grosso modo, dans le blé, comment on fait la farine. Et donc, c'est eux, la famille Villegrain, qui vient acheter avec son ami de Welf, qui viennent acheter l'entreprise de Otino. Et quand ils achètent l'entreprise de Otino, naturellement, ils continuent avec l'arachide, mais ils ont pensé qu'il fallait aussi diversifier. Et ils ont commencé à cultiver autre chose. Ils ont tenté avec la banane, ils ont tenté avec les césailles, ils ont tenté avec... il y avait d'autres spéculations. Et la canne à sucre. Bon, c'est la canne à sucre qui avait réussi. La canne à sucre donnait très bien. Le premier jardin, là où on a fait le premier jardin de canne à sucre, le champ d'expérimentation, c'est sur la route de la Luamba là. Ceux qui sont de cet arc-là connaissent Aminzanza. Vous trouverez encore des vestige qui sont là-bas et les puits que le blanc avait laissés pour pouvoir arroser régulièrement les jardins des cannes. Parce qu'il y a des boutures qui sont arrivées en fonction de graines. Donc, pour faire la canne à sucre. Et ça avait réussi. Mais il y avait des champs d'expérimentation par là. C'est en ce moment que on va commencer à se pencher vers la canne à sucre. Et Jean Villegrain, quand il lance maintenant l'expérience de la canne à sucre, pour maintenant commencer les champs, le premier directeur, qui est malheureusement dans l'anonymat, l'anonymat, quand les amis de Saris parlent des directeurs, celui-là, on n'a jamais fait allusion à lui. Alors que c'est le premier qui a dirigé cette entreprise-là, à l'époque, la Siane, puisque depuis quand Otino crée la féculerie, son entreprise, c'est la Siane.
Et ce premier directeur-là, c'est Alexandre Bader. C'est lui le premier directeur. Oui. Dans l'anonymat. Alexandre Bader est utilisé est amené ici, nommé par Villegrain pour venir. Et Alexandre Bader s'est mis au travail. Il a labouré beaucoup de champs, beaucoup d'étendues. Et on s'est mis à cultiver la canne à sucre. Naturellement, avec les jardins qui sont de l'autre côté, on allait prendre les boutures là-bas, on amenait ici. Malheureusement pour Alexandre Bader, les problèmes de récession économique, ça existe, c'est cyclique. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'embellie, je ne cesserai de le dire, il faut que nous préparions l'après l'embellie. À cette période-là, en Europe, il y a la crise économique et le secteur du sucre était touché. Au point où c'était difficile de lever les crédits. Parce que quand les entrepreneurs viennent ici, là, les pauvres, mais ils prennent des crédits. Mais les banques, pour te donner des crédits, il faut que ce soit un domaine porteur, florissant. Mais c'est un domaine qui... Mais quand tu vas avec ton dossier à la banque, on ne te donne pas l'argent. Pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et donc, Bader s'est retrouvé dans des dettes. Mais qu'on ne pouvait pas tout de suite payer et qu'on remboursait. Et ces dettes-là, lui, en voulant bien faire, il voulait vraiment bien faire. Et c'est vrai qu'il avait voulu bien faire, parce que par la suite, on le verra. Je donne les détails dans les livres. En voulant bien faire, il avait fait du bon travail. Sauf que ça coûte de l'argent. Et cet argent-là, on avait pris ça en dette. Pour préfinancer, comme ça se passe toujours dans toutes les grandes entreprises. Et ceux de Saris ne peuvent pas me dire le contraire. Pour lancer une campagne, ben, il faut l'apport de fonds. Donc il faut parfois prendre l'argent en banque. Malheureusement, avec la crise, il s'est retrouvé en difficulté. Et d'après les dires de nos aïeux, apparemment, ça n'avait pas plu à la famille Villegrain, à son patron. Il avait pris trop de dettes, il avait pris trop de risques. Alors qu'il savait bien que la situation au plan international était morose. Pourquoi il a pris tous ces risques-là? Et ça pèse sur l'entreprise. Apparemment, le patron l'aurait menacé même d'être viré. Apparemment. Bon. Les historiens vont continuer à fouiller. Ça, je mets ça entre griffes. Mais apparemment, il serait fiancé à la fille de Villegrain. Il serait fiancé à la fille de Villegrain. Mais Villegrain, dans la colère, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai pas encore vérifié ça. Serait reparti avec sa fille pour dire que bon, ton monsieur c'était un bandit, il m'a mis dans des problèmes, il était s'endetter, gna 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 gna. Et lui, quand il est resté déprimé, humilié, alors la décision c'était le suicide. Il s'est donné la mort. Donc, si vous allez à Dakar, le village Dakar, je parle devant le chef du village de Dakar, vous allez au fond là-bas de Dakar, au fond de la forêt qu'on appelle Kibaka, avant de traverser Divouba. Le mangué là-bas, lui peut aller vous montrer. Il est allé sur le mangué là-bas, il s'est logé une balle, il a pris son calibre 12, il s'est tiré dessus. Tout est décrit dans les livres. Mais vous savez que à cette époque-là, un paysan, voire un blanc qui s'est suicidé, bon, nous dans la mentalité de l'Africain que nous étions là, de nos parents là,
C'est incompréhensible. Parce que c'est eux qui nous amenaient toutes les richesses, tout. Donc, voir un Africain se suicider, un Européen se suicider, ça sortait de l'ordinaire. C'est impensable. Donc, Bader s'est suicidé. Ce sont les paysans qui vont au champ, qui découvrent le corps. Mais vous voyez bien, un paysan, quand tu vas voir un corps comme ça, à l'époque des gendarmes, tu vas dire quoi? Mais on va dire que c'est toi qui l'as tué. Et donc l'affaire était bruitée un peu, c'est des bouches à oreilles, les gens murmuraient, jusqu'au moment où l'affaire, l'information est arrivée dans les oreilles des gendarmes. Pour que les gendarmes décident avec les autorités de l'époque pour aller prendre le corps. Mais il y avait déjà un début de putréfaction. Donc on n'a pas pu rapatrier le corps. Ainsi, on était obligé de rapidement l'enterrer là-bas, la grande case de Otino. Donc à Kaye là-bas. Non loin de la soupe. Là se trouve le bureau où travaille maintenant le sous-préfet. Ce bureau-là, c'est le bureau d'Otino. C'est le bureau d'Otino, c'est là où travaillait Otino. Là où travaille le sous-préfet actuellement, c'est le bureau de M. Otino. Et Bader a été enterré non loin de là, entre le bureau d'Otino, et là on est en train de construire la mairie. C'est pourquoi je dis qu'il est enterré dans l'anonymat, alors que c'est le premier directeur. Pourquoi je le dis? Mais parce que par la suite, vous savez bien que les crises, parfois c'est pour un temps. Lorsque la crise est passée, juste après, il y a eu un boom au niveau de la filière du sucre, à telle enseigne que le travail qu'avait fait Bader, vraiment un grand travail, nous a permis, déjà parce que par la suite, parallèlement, la Fivelil était en train de construire l'usine, en 1956, on a fait la première production du sucre, avec ce que Bader avait laissé comme champ, comme travail. C'est ce qui nous a permis de produire le premier sucre. Nous sommes en 1956. Et donc nous commençons à diversifier. Vous voyez bien que ça, l'industrie s'est diversifiée. Nous avons une huilerie là-bas. Nous avons maintenant une sucrerie. Et naturellement, le problème de main-d'œuvre se pose avec acuité. C'est en ce moment-là que, justement, avec les autorités, on décide de faire des campagnes de recrutement. Et donc, la SIAN a envoyé des véhicules aller dans tous les axes pour aller recruter la main-d'œuvre. Voilà comment Kayi commence à se diversifier culturellement. La main-d'œuvre est arrivée de toutes parts. Je donne des détails dans le livre. Et pour ceux qui peuvent aussi fouiller, il y a Vénétier, qui est qui a été à l'Eurostom, qui est un chercheur, et passé ici en 61. Il donne les moindres détails sur ces questions-là. Il donne les moindres détails. Parce que il est venu interroger, il a fait des recherches, il est venu interroger tout le monde ici, même à l'époque là, les directeurs de la SIAN, parce que je crois qu'après Bader, Villegrin avait nommé Devrendt, Émile Devrendt. Après Bader, Villegrin a nommé Émile Devrendt. Et c'est Émile Devrendt qui est resté longtemps ici. En train de diriger cette usine-là. Parce qu'après, il est remplacé par Tulé. Par M. Tulé. Et M. Tulé, à cette époque-là, je fais maintenant la transition au plan politique, parce que je sais qu'il y a des hommes politiques ici. M. Tulé militait, ils avaient les blancs de la colonie française qui étaient ici, avaient leur parti. À l'époque-là, dans le multipartisme, avaient leur parti. Et M. Tulé était dans ce parti-là avec les Bru et consorts. Et à l'époque, puisque le parti de cette colonie française-là était proche du parti de Youlou, de Déa. Ils se sont affiliés. Et donc, M. Tulé, directeur de la SIAN, était pressenti maire de la ville de Kayi, dans les ententes entre
leur parti et le parti de Youlou qui avait pu accéder à la présidence de la République. Et en ce moment-là, c'est pourquoi la SIAN avait investi pour construire la mairie ici. Le bâtiment là, c'est construit avec l'argent de l'entreprise. Parce que dans leurs accords, le directeur de l'entreprise devait aussi être maire de la ville pour que l'entreprise, dans sa politique sociale, puisse s'occuper aussi de la ville, puisse avoir un pied aussi dans la ville ici. Là. Et donc, la ville a commencé à s'agrandir, à s'organiser. Au départ, c'était un village autour de Jacob, avec un centre là-bas à Caille, parce que le grand centre était à Caille, à cause du fait que Otino avait développé, les témoins sont là. Les gens qui sont nés à Caille, j'ai appelé M. Giro, il est né à Caille, et donc il connaît bien comment le village s'est développé là-bas. Et donc, le développement de la ville va commencer. Mais il y a aussi une idée que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce qui avait motivé Otino de s'installer sur cette zone-ci? En fait, Otino, dans la recherche, dans les travaux qu'il a eu à faire ici, les travaux de décapacitation, il a fait l'étude du sol. Il a fait l'étude du sol, il avait pensé que le sol a été meilleur. Mais aussi, Otino pensait que, comme la gare de Caillé est équidistante de Brazzaville et de Pointe-Noire, que ici serait une gare de rupture de charge. Ça serait une gare de rupture de charge. Bon, malheureusement pour lui, les calculs n'ont pas tombé comme ça parce que finalement, la gare de rupture de charge a été transférée à Dolizy. C'est pourquoi Dolizy a eu de l'ampleur sur Jacob. A été amené à Dolizy. Pour quelle raison? Mais les colons, à l'époque, avaient pensé que Dolizy étant proche de la zone montagneuse pour aller affronter le Mayombe, il fallait rapprocher la gare de rupture de charge à Dolizy. Donc, à partir de là, on refait les chargements pour tirer, pour affronter le Mayombe. Le faire à partir de Nkaï, c'était trop loin. Il fallait rapprocher ça à Dolizy. Donc, c'est pourquoi la gare de Jacob, la gare de Dolizy a pris de l'ampleur par rapport à la gare de Jacob. Et donc, voilà cette gare qui se développe. Donc, de gare, village, alors on est passé à PCA. Parce qu'en tant que gare, village, on dépendait de Madingou. Même quand on dépendait de Madingou, tous les villages, il y a certains villages qui dépendaient de Ludima. Et jusqu'au moment où, de village, on est passé à PCA. Et de PCA, on est passé à district. Donc on a pris Jacob a pris son indépendance par rapport à Madingou. Il ne dépendait plus de Madingou. Et jusqu'au moment où le centre ici s'est développé, je donne les détails dans les livres, comment ça s'est développé. Et quand le centre se développe, il fallait maintenant amener toutes les infrastructures et il fallait réaliser l'idée qui était déjà caressée par Youlou, faire du centre ici là une commune. Voilà comment on érige le centre ici en commune. Et en 62. Et quand on érige le centre en commune, naturellement, le district est reculé. C'est pourquoi plus tard, en fait, il a résisté ici. Et je parle aux anciens gestionnaires du district. Ils ont résisté ici, mais jusqu'au moment où, sentant la pression, ils étaient obligés de traverser la rivière pour aller de l'autre côté là-bas et laisser la commune vivre, s'installer ici entièrement. Et donc nous sommes passés donc de commune, de PCA à district, de district à commune. Et nous sommes en train d'évoluer, les quartiers sont en train d'évoluer. Sinon, le premier village s'est développé ici. Tout ça, c'est le premier village. Jacob s'est arrêté. Les derniers villages, les dernières maisons, c'est la maison du papa de celui-là. C'est pourquoi je l'ai fait venir. Le papa Mboueni. Tamaloko, il y avait l'autre, là, comment tu appelles, Koubemba,
Hein? Ça, ce sont les dernières maisons. Derrière là-bas, ce sont les cimetières. Donc les gens qui sont derrière là-bas ont construit sur les cimetières. C'est sur des tombes qu'ils sont. Derrière nous. Voilà. Ce sont les tombes là-bas. Le village là s'arrêtait là, la route là. Les dernières maisons derrière là, c'était les tombes. Là où se trouve ça s'arrêtait là. Et de l'autre côté aussi, nous on sait ça, la forêt de Ngono, ça s'arrêtait ici. Par ici, bon, nous on allait jusqu'à Anga là-bas. Et même quand on crée le PCA, le premier bureau du PCA, c'est là-bas où se trouve maintenant la station. Là, vous avez la station au marché là-bas. Le PCA, c'est là-bas. Jusqu'au moment où on a transféré, ainsi de suite. En fait, les détails sont dans les livres. Vous allez regarder, les détails se trouvent dans le livre. Et naturellement, la ville a évolué. Et continue à évoluer. Jusqu'au moment où on a fait les premières organisations des quartiers. Les premières organisations du quartier, c'était même par tribu. Donc, le chef de quartier Bakamba, c'était Pierre Mabika, avec comme adjoint Paul Didier Bouhendo. Le quartier Bembe, c'était Nkaya Bobo, avec comme adjoint Henri Mpendo. Bon, chez les Bakongo aussi, ils avaient leur chef. Je parle les détails sont dans les livres. Chez les Badondo, c'est Nsemi Benjamin avec pour adjoint l'autre là, Philippe Boukambo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous aurez tous les détails dans le livre. Tout est détaillé dans le livre ici. Comment nous sommes. Et les quartiers là sont comment? Si vous prenez... parce que là où se trouve la police, là-bas, c'était l'herbe. Hein? C'était l'herbe. La ruelle de la police, près la ruelle de la police qui est devant la police là, jusqu'à vers là où se trouve le Nsemi Benjamin là. Ça là jusqu'en bas là-bas, c'est les Bakamba, les Badondo, tout là-bas. Et les Basoudi. Maintenant de là où se trouve le vieux Benjamin, les Badondo, c'est dans Nsemi Benjamin. Jusqu'à l'avenue de Niari là. Avant les Nina. Voilà, ça c'est les Badondo. Et ensuite arrivé les Bakongo. Après les BMB, c'est là où se trouve la route qui va là. Hein? La route qui va là, jusqu'en bas là-bas, c'est les Babés. C'est pas pour rien que vous trouvez que l'honorable est de l'autre côté là-bas. C'est pareil, ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que nous étions installés. Au début, c'était ça. On était positionnés comme ça là. Il y avait le chef du village et les gens s'alignent derrière. Il y avait le chef du village et les gens s'alignent derrière. Je voudrais aussi dire quelque chose, maintenant je surveille parce que nous sommes déjà dans la ville pour donner quelques détails. Par exemple, le marché. Le marché que vous voyez là, c'est vrai que c'est un vieux marché. Mais c'est quand le ministre Paul Kaya décide de le construire, qu'il va demander à tous les commerçants qui avaient déjà un nom de s'installer autour du marché. C'est pourquoi vous verrez que ce marché-là, il y a Pigua, qui est le premier grand commerçant de Jacob. C'était un Français, Pigua, Jean Pigua, premier grand commerçant. Sa première boutique, c'est à Caille, là où il avait la première activité. C'est là-bas qu'il avait sa première boutique. C'est à Caille, là-bas. Il est venu ici, il a fait la première boutique ici, dans la commune. C'est en face du restaurant le vieux Balou. La maison en briques. C'est une maison en briques. Hein? Vous voyez les enduits là, à l'intérieur, là, c'est en briques sucre. Les douanes. Voilà. Là où se trouvent les douanes, là, la maison là est en briques sucre. Ça a été construit par Jean Pigua. Lorsque l'activité est venue ici, bon, il a délocalisé sa boutique. Et sa première boutique, c'est là-bas. Mais c'est lui qui construit la maison à étage qui est au marché. Et même la maison qui est en face de la banque, là, c'était la grande boucherie. La grande boucherie. Donc, comme il y avait une forte colonie européenne ici, là, c'est là-bas qu'ils allaient se provider en viande, en produits frais, tout. C'est là la grande boucherie. C'était même vitré. C'est pas comme vous voyez ça. C'était avec des vitres partout, c'était climatisé, tout. Et c'est là-bas que les Européens allaient s'approvisionner. Et ensuite, il a construit la maison qui est à étage là. Il y avait une grande boutique en bas. Et en haut lui-même, il y avait des habitations en haut. En face, c'est la PTT. Parce que vous comprenez bien qu'avec cette grande activité industrielle qu'il y avait ici, là, ben, il fallait les communications et tout. Bon, on nous avait installé un poste de PTT. Et le marché, là, qu'on se construit. Donc, vous avez Pigua. Après Pigua, c'est Tomacom. Après, pour Tomacom, c'était un Portugais.
À l'époque, c'est pas si Samato consort. Après, c'est le vieux Mpassi Albert. À côté du vieux Mpassi Albert, c'est le commerçant de Madingoula, Dan Mpambu. Après Dan Mpambu, c'est le vieux à côté. Il y a un autre commerçant qui est à côté de Mpassi Albert là. C'est Bissila, Albert Bissila. Après Albert Bissila, tu as encore Tomacom. Après Tomacom. Maintenant, de l'autre côté là, les parents bébés, ils avaient pris l'angle qui est là-bas. Hein? L'angle qui est là-bas, tu as Mpendo Henri, tu as Nkayambobo, tout ça. Tous ces bâtiments que vous voyez là, c'est eux qui ont construit. Maintenant, derrière, hein, son parent, qui était aussi commerçant, déjà visible, hein, tu as Jalunda Alphonse, parce que lui aussi déjà était un grand commerçant. Et après, tu as la SKN, la société commerciale du Kouilou Niari, qui avait la boutique là où est venu construire Al-Baraka. Là où Al-Baraka a mis son supermarché, c'était la SKN, la société commerciale du Kouilou Niari. Maintenant, quand vous traversez, vous avez encore Albert Mpassi, vous avez Père Mabika, et vous bouclez la boucle. Vous voyez bien? Bien sûr, avec le vieux, celui qui était parmi les gens. Derrière Mpassi, il y a un vieux là aussi. Et Albert Ngoma, voilà, lui aussi commerçant. Ainsi de suite. Donc, ça avait été ceinturé par des commerçants qui avaient la capacité de venir construire et de faire des boutiques. Et tout ce qui avait un nom de commerçant à cette époque-là, on leur avait donné. Pendo Henri, sa première boutique, parce que tout le monde est parti d'ici. Pendo Henri, sa première boutique, la ruelle là, la Chevegara, derrière la CNCS là. Non, ici là. Voilà. Quand vous descendez, là où a construit mon parent, là, le conseil de Mungunga, là, comment tu l'appelles? Ngoko. Ngoko. Mais enfin, il y a un vide là chez Ngoko là. Ngoko est derrière, mais le vide qui est là. Il y a des ruines. C'est la boutique de Mbendo Henri. Ça, c'est la boutique de Mbendo. Mais Nkayambobo était côte à côte avec nous ici là. Vers le Palmeret là. Lui, il avait aussi une boutique par là. Mais quand on a fait les tracés, tout ça, tout a disparu parce qu'on a redressé les routes ainsi de suite. Donc, c'est temps de vous dire que. Et puis, je n'ai pas fini. Il y a les Philippe Boukambou, tout ça qui sont états parce que lui était déjà commerçant. Lui aussi, il a eu la place et on est en marche. Maintenant, derrière ce qu'on est en train d'éviter, ça, c'était ça, c'est notre santé. On allait le poste de santé, on allait nous soigner là-bas. Hein? Tout ce que vous envoyez, vous voyez comme agriculture, au Nicodec, tout ça. Ça, c'est le domaine de la santé. Il y avait l'infirmerie là-bas. C'est là-bas qu'on allait le soigner. Et si vous allez là-bas, vous verrez qu'il y a encore une maison qu'on n'arrive pas à occuper, qui est occupée par les gars de la santé parce que c'est la maison du chef de centre de ce poste de santé-là qui avait été construit par le gouvernement pour la petite ville de Jacob qui était en train de se développer. Ça avait été redonné à l'agriculture et je crois que c'est dans ce cadre-là que même les Micodec se sont installés là-bas parce que vous savez que les Micodec, c'est le crédit rural. Hein, quand leurs partenaires en France là-bas, c'est les crédits hein? Voilà. Donc c'est avec eux, ça a commencé dans le cadre de l'agriculture. Et donc c'est autant dire que la ville se développe et a maintenant toutes les infrastructures qui commencent à venir. Toutes les structures, comment les structures sont installées ici là, tout est écrit ici, que ce soit la gendarmerie, la police, l'agriculture, l'élevage, le commerce, ainsi de suite. Les moindres détails. Comment ça a commencé dans Kayi? Vous trouverez les détails dans ce livre. C'est pourquoi je dis que c'est un livre qui nous appartient, nous devons l'approprier. Il y a certainement des choses, peut-être que je n'ai pas eu à bien dire. Alors, c'est à vous de rapporter pour que nous améliorons notre histoire commune. Parce que nous tous, nous sommes ici, d'une manière ou d'une autre, nous sommes associés à cette histoire à un moment ou à un autre. Donc, par exemple, les autorités qui sont succédées à notre entreprise là, jusqu'à l'actuelle maintenant Saris, tout est aussi mis là-dedans jusqu'au moment où nous arrêtons quand même les écrits. Tout est dit là-dedans. Comment se sont succédés et comment c'est arrivé. Comment on est passé je vous ai dit qu'on est passé de Wilka à la Siane, à Sosiniari, jusqu'à maintenant aujourd'hui, on est Saris. Tout est décrit dans les moindres détails. Tout est décrit dans les moindres détails ici là. Et nous sommes heureux que les amis de Saris soient là
il y a certainement des choses aussi qu'ils vont regarder, peut-être que nous avons mal dites, mais je pense qu'ils seront émerveillés de trouver que beaucoup de choses peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ils vont maintenant les comprendre, maintenant dans les moindres détails, avec des témoignages très précis des anciens qui ont travaillé dans cette entreprise-là. Alors, je vais peut-être laisser la parole à ceux qui voudront avoir quelques éclaircissements. L'ouvrage est là, il a été édité à l'Harmattan. Il coûte 21 €. Hein, le prix est là, c'est pas moi qui le fixe, c'est l'éditeur. Et 21 € en francs CFA, je crois que c'est environ 14 000 francs. 14 000. Voilà, donc celui qui voudra l'avoir, ça coûte 14 000 francs. Merci pour l'attention. Nikangwadi wakwa Yuditi ukahumuna tudidye ukahumuna ukahumuna tudidye ukahumuna musizambi panzu kyampika ukahumuna tudidye ukahumuna tudidye ukahumuna kekotila musiki mbanga mwanasi tudidye ukahumuna